Libre arbitre, neurosciences et supramental. Sur le site internet lecerveau.mcgill.ca, il y a plusieurs articles qui concernent le cerveau. On en fait l'étude de différents aspects, dont notamment par rapport aux neurosciences qui se développent aujourd'hui. Et j'ai trouvé intéressant, en particulier, un article qui a trait au libre arbitre. Et vous allez retrouver le lien, là, s'y rapportant, là, bien entendu, là, en bas de l'enregistrement présent. Et par rapport à cet article, dans les prochaines minutes, j'ai l'intention de faire la lecture de certains passages. Et par la suite, j'ai l'intention de le commenter et de faire des relations avec la conscience supramentale. Parce que ce qui serait intéressant, c'est que les recherches en matière de neurosciences peuvent être mises en relation avec la compréhension de la conscience supramentale, qui est un pont entre les deux, qui est un lien entre la science qui est plus de type cartésienne et aussi celle qui est plus de nature vibratoire ou intuitive. Donc, c'est sûr que par rapport à l'article dont il va être question, c'est en relation, entre autres, avec la célèbre expérience de Benjamin Libet concernant le libre arbitre. Donc, selon Wikipédia, il était chercheur au département de physiologie à l'Université de Californie à San Francisco, donc aux États-Unis. Donc, je vais débuter la lecture de l'article scientifique et par la suite, je vais le commenter. Alors, je commence. S'il fallait décerner un prix au problème philosophique le plus débattu dans l'histoire, celui du libre arbitre remporterait probablement la palme. Quoi de plus normal, à première vue, de penser que nous sommes bien l'auteur de nos faits et gestes? Seulement voilà, très tôt dans l'Antiquité grecque, le caractère déterministe des lois de la nature qui commençaient à voir le jour fut mis en opposition avec notre libre arbitre. Car si l'univers suit des lois déterministes, alors tout ce qui advient est inévitable et il n'y a plus de place pour notre libre arbitre. Cette position, où tout ce que nous faisons est déterminé par des causes qui nous dépassent, a, on s'en doute, des implications morales importantes, c'est-à-dire des implications sociales sur notre rapport aux autres. D'où les débats vigoureux entre ceux qui voient là une incompatibilité majeure et qui affirment que si l'univers est déterministe, et comme nous en faisons partie et n'échappons pas à ces lois, le libre arbitre ne peut être autre chose qu'une illusion. Et d'autre part, ceux qui avancent différentes propositions pour tenter de sauver le libre arbitre et le rendre compatible avec le caractère déterministe de l'univers. Car l'impression que nous avons d'être à l'origine de nos actes est un sentiment puissant. À tout moment, nous ressentons naturellement que c'est nous, en décidant consciemment de les faire. On peut donc reformuler la question du libre arbitre ainsi. Est-ce que la conscience volontaire joue bel et bien un rôle dans nos prises de décision? Les êtres humains sont très certainement des agents, dans le sens où ils agissent constamment sur le monde qui les entoure. Mais est-ce que les mouvements volontaires à l'origine de ces actions prennent naissance dans leur conscience? Voilà la question. Les techniques d'imagerie cérébrale qui permettent de suivre la dynamique de l'activation neuronale associée à un acte volontaire peuvent nous aider à y répondre. Grâce à ces techniques, on a pu observer que nos gestes sont initiés dans les régions préfrontales de notre cerveau. Des signaux sont ensuite envoyés aux régions prémotrices qui programment le mouvement dans le détail, puis aux régions motrices qui l'exécutent. Ceci étant, on peut raffiner encore un peu plus notre question en la reformulant comme suit. Sommes-nous capables de déclencher consciemment cette activité cérébrale qui semble mener ensuite irrémédiablement à une action volontaire? Pour cela, il faudrait bien entendu que notre décision consciente précède.
d'une durée aussi courte soit-elle cette activité cérébrale associée à la préparation puis à l'exécution d'un geste volontaire. On sait depuis les années 1960 que toute action motrice volontaire est précédée d'un potentiel évoqué primaire, readiness potential en anglais, sur le tracé de l'électroencéphalogramme ou EEG du sujet. Il s'agit concrètement d'une déflexion importante du tracé qui survient un peu moins d'une seconde avant l'action proprement dite. Voilà l'observation qui amena le neurophysiologiste Benjamin Libet à réaliser l'une des expériences les plus controversées de l'histoire des neurosciences. Libet s'est simplement demandé si cela voulait dire que l'individu éprouvait le désir conscient d'agir un peu moins d'une seconde avant toute action volontaire, car si c'est bien la décision consciente qui initie l'action, alors ce sentiment subjectif de désirer consciemment faire une action devrait survenir avant ou au pire en même temps que le début du potentiel évoqué primaire. Libet conclut donc une expérience où il pouvait chronométrer 3 événements, le début d'un mouvement volontaire simple comme fléchir le poignet, le début du potentiel évoqué primaire sur l'électroencéphalogramme et le moment où le sujet avait l'impression subjective de décider consciemment d'effectuer le mouvement. Ces résultats démontrèrent que c'est le potentiel évoqué primaire qui commence le premier à environ 550 millisecondes avant l'action et c'est seulement ensuite un bon 350 millisecondes après que le sujet rapporte commander consciemment le mouvement qui survient finalement 200 millisecondes plus tard. Comment peut-on interpréter ce résultat? Il semble que la conscience volontaire arrive beaucoup trop tard pour être à l'origine de l'action. Et si le cerveau peut initier nos mouvements volontaires avant même l'apparition d'une volonté consciente de faire ces mouvements, quel rôle reste-t-il pour d'une volonté consciente de faire ces mouvements? Quel rôle reste-t-il pour la conscience? Est-ce alors la fin de notre libre arbitre? Cela nous ramène en tout cas à l'hypothèse que notre conscience subjective ne serait qu'une illusion, comme certains l'ont soutenu depuis longtemps et comme semble démontrer cette expérience. Mais il serait bon de rappeler ici qu'une illusion n'est pas quelque chose qui n'existe pas, mais plutôt quelque chose qui n'est pas ce qu'il semble être. L'impression subjective persistante que nous sommes à l'origine de nos actes pourrait être bien réelle, mais pas ce qu'elle semble être, en l'occurrence, la cause première de tous nos comportements volontaires. Il faudrait alors se demander comment on peut apprendre à vivre avec cette autre conception du libre arbitre. L'aspect controversé de ces résultats vient évidemment du fait que la décision consciente semble n'être qu'une manifestation psychologique a posteriori d'une activité cérébrale inconsciente préalable qui, elle, déciderait véritablement du mouvement. Pour plusieurs, cela remet en cause la notion même de libre arbitre. Donc, je fais une petite pause ici, depuis tantôt que je fais de la lecture de texte. Je vais continuer en faisant référence à un passage par rapport à Daniel Wagner. Donc, selon Wikipédia, c'est un psychosociologue américain. Il est professeur à l'Université d'Harvard et membre de l'Association américaine pour l'avancement de la science. Donc, il dit ceci, je reprends la lecture. Wagner pense que le seul rôle que notre conscience pourrait jouer dans notre libre arbitre est de découvrir quelles décisions sont en cours d'exécution après qu'elles aient été déclenchées, de sorte que lorsque nous décidons de faire quelque chose, nous ne ferions que devenir conscients d'une décision inconsciente déjà prise à notre insu. Pour Libet, l'étendue de notre libre arbitre serait donc limitée à inhiber l'action, à imposer une sorte de droit de veto à son exécution. Notre libre arbitre aurait ainsi le pouvoir de rejeter,
parmi multitude d'intentions surgissant au hasard dans les circuits du cerveau, toutes celles qui sont inappropriées. La responsabilité individuelle serait donc ici préservée puisque l'idée de toute action inacceptable socialement a la possibilité d'être stoppée avant son extériorisation. Donc, c'est ce qui complète la lecture de passage en lien avec cet article sur le libre arbitre. Donc, c'est sûr que c'est quand même assez complexe, mais essentiellement, ce qui est dit, c'est que la dimension volontaire de la conscience prend conscience de qu'est-ce qui se passe et a l'impression de décider après que l'activité est mise en branle. Autrement dit, après que le cerveau soit activé pour faire quelque chose, la dimension consciente, réflexive, analytique, peut le réaliser. Puis là, elle peut, par la suite, pour reprendre le dernier propos qui a été abordé, arrêter ou non qu'est-ce qui est là. Mais ce que ça revient à dire, c'est que la dimension consciente de l'individu, donc ce qu'on peut appeler la conscience volontaire, n'est pas à l'origine de la pensée. Donc, et là, je vais enchaîner avec le lien que je peux faire par rapport à cette conception du libre arbitre particulière et du supramental. Donc, c'est sûr qu'en lien avec la conscience supramentale qui a été véhiculée, entre autres, par Bernard de Montréal, eh bien, le principe a l'effet que la pensée vient d'ailleurs, la pensée qui n'origine pas du cerveau, eh bien, on peut faire une relation par rapport à la conception du libre arbitre en lien avec le domaine des neurosciences. Dans le sens que si le cerveau reçoit la pensée qui crée une activation électrique en son sein, et dans le fond, le cerveau, ou entre guillemets, l'esprit, si je ramène ça sur un terrain transcendantal, oui, et supramental qui décide, eh bien, par la suite, le conscient, la conscience volontaire, la conscience analytique, la conscience réflexive, prend conscience de l'idée qui lui est acheminée, puis elle croit qu'elle vient de lui, et elle a l'illusion, cette conscience-là, que c'est elle qui décide. Donc, l'action est préparée, programmée. Donc, c'est sûr que d'un point de vue matérialiste, on va dire que c'est le cerveau avec l'activation des neurones. D'un point de vue psychanalytique, on va dire que c'est l'inconscient. Mais d'un point de vue, au-delà de ces perspectives, un point de vue de type supramental, où on inclut une dimension occulte à la réalité qui est au-delà du physique, mais qu'on ne peut pas se percevoir sur le plan matériel, ben, on part du principe que c'est l'esprit. Donc, en tout cas, il y a un élément que c'est pas la conscience volontaire qui va amener une pensée, que par la suite, la conscience volontaire va prendre conscience. Puis là, il y a une relation qui semble être présente entre la décision et l'action, mais qui n'est pas réelle. Parce que comme on l'a vu avec l'expérience tantôt, c'est-à-dire qu'il y a une activité neuronale, une activité électrique dans le cerveau qui précède l'activité où l'individu va dire « je prends la décision de faire quelque chose ». Donc, le cerveau est déjà activé par rapport à ça. Donc, c'est sûr que dans une perspective supramentale, eh bien, le cerveau va être activé par l'esprit en partant du principe que le cerveau est à l'image d'une radio qui reçoit la pensée qui provient d'ailleurs, au même titre que la radio reçoit une onde et va, par exemple, transmettre lorsqu'il est en fonction. Donc, il reçoit une onde et puis il va diffuser, par exemple, de la musique. Mais c'est pas le cerveau, c'est pas la radio qui est à l'origine de la musique, au même titre que c'est pas le cerveau ou la conscience volontaire qui est à l'origine de la pensée. Donc, c'est sûr que lorsque nous devenons conscients d'une pensée de faire quelque chose, nous pouvons croire que c'est notre intention qui est là. Alors, on peut faire l'erreur de croire que l'intention de faire quelque chose, dans le fond, va précéder la volonté de le faire.
alors qu'en réalité, l'intention ne provient pas de nous en tant que conscience volontaire, mais liée à l'activation soit du cerveau par l'inconscient et une activité qui se fait à ce niveau-là d'un point de vue psychanalytique ou de l'esprit d'un point de vue métaphysique. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la perspective pour interpréter la source de la pensée, quoi qu'il en soit, c'est pas la conscience volontaire qui est à l'origine de la pensée et la conclusion de l'expérience scientifique de Libet dont il est question dans le cadre de cet enregistrement nous amène sur ce point. Donc c'est sûr que dans le fond, il y a une activation dans le cerveau. Ensuite, le cerveau ou la conscience volontaire peut interpréter que ça provient d'elle. Puis ensuite, imaginer qu'elle est la source de l'action, alors qu'elle prend juste conscience qu'il y a une partie d'elle-même qui la met en action pour qu'il y ait une action qui se produise. C'est sûr que, dans le fond, la personne peut rationaliser le comportement en lui attribuant des raisons conscientes, en les réfléchissant, puis en disant « Ah, j'ai fait ça pour ci ou pour ça », mais il n'y a pas nécessairement une implication de la conscience volontaire à l'origine de la mise en action. C'est ça qui est intéressant à étudier. C'est sûr qu'on peut faire des liens par rapport, entre autres, à la théorie du cerveau triunique. Donc, le cerveau est composé de 3 éléments. Donc, c'est sûr qu'il y a le cerveau reptilien qui s'est développé en premier, qui est le plus primitif au sein de l'humanité et qui est en lien avec le passé archaïque, qui est associé à l'instinct, la survie et, dans le fond, tout ce qui est le domaine des pulsions. Ensuite, il y a aussi le cerveau limbique qui est associé aux émotions, qui s'est développé. Le cerveau reptilien est au centre du cerveau. Dans la couche après, c'est le cerveau limbique. Puis par la suite, il y a le néocortex qui va réfléchir, qui va analyser, qui va tenir des discours logiques. Donc, le néocortex, on peut l'associer à la conscience volontaire, qui prend conscience de quelque chose, mais le cerveau qui est le plus rapide et instantané, qui réflexe, qui est instinctif, c'est le cerveau reptilien qui a permis à l'humanité, au fil de l'histoire, fondamentalement, de survivre, parce que le néocortex est trop lent. Donc, il faut analyser, réfléchir. C'est trop lent comme activité pour, par exemple, faire face à une menace immédiate qui peut mettre en danger la vie d'un individu. Donc, c'est sûr que si on fait le lien avec le cerveau, la théorie du cerveau triunique, ben, on peut dire que quelque part, il y a une activation qui est faite par le cerveau reptilien, puis que par la suite, le néocortex en prend conscience. Puis pour rapport à certains stimulus, on peut faire des liens à ce niveau-là, mais il y a quand même des choses qui échappent à ça. Dans le sens que si, par exemple, quelqu'un reçoit la pensée, donc en partant du postulat que la pensée vient d'ailleurs pour expliquer le phénomène que une personne reçoit la pensée d'une autre personne qui l'appelle, puis si ça arrive d'une manière imprévisible, sans que cela soit probable, c'est sûr que si la personne est habituée de se faire appeler tous les soirs à 21h par sa compagne, ben là, c'est plus lié à la loi des possibilités. Mais si, par exemple, une personne pense à une autre personne, puis ça fait 2 ans qu'ils ne se sont pas communiqués, puis elle reçoit un appel quelques secondes après, bien là, il y a eu quelque chose qui s'est passé, surtout si les 2 personnes sont séparées sur le plan physique. Donc, ça ne peut pas être juste l'activité de l'inconscient de l'individu ou du cerveau. Si on part du principe matérialiste que le cerveau, un peu comme un ordinateur, est en circuit fermé. Donc, c'est sûr que la perspective dans laquelle j'œuvre, c'est que le cerveau, oui, il y a des éléments en circuit fermé, mais il y en a d'autres en circuit ouvert, un peu comme un ordinateur qui peut se brancher sur Internet. Donc, c'est sûr que si 2 cerveaux sont branchés sur le même réseau, au même titre que 2 ordinateurs sont branchés sur le réseau Internet, ben là, il est possible que 2 cerveaux ou 2 ordinateurs reçoivent simultanément, de par le réseau, la même information. Donc, c'est la raison pour laquelle que pour une pensée qui est reçue d'une manière non localisée, puis on en prend conséquence par la suite qu'elle émerge dans notre conscience, bien, je pars du principe. C'est sûr que là je vais perdre... ça en doute beaucoup de personnes qui s'intéressent aux neurosciences d'une manière très cartésienne, rigoureuse et matérialiste.
C'est sûr, sans doute depuis tantôt, en partant du principe que la pensée vient d'ailleurs. Donc, c'est sûr que par rapport à ce type d'expérience-là de synchronicité, on pense à quelqu'un, la personne pense à nous. Puis il y a d'autres événements aussi. Tu sais, la personne pense qu'elle va avoir un accident d'automobile, elle a une prémonition. L'accident arrive pendant sa journée alors que ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas eu d'accident. Donc, au niveau des lois de probabilité et du hasard, c'est très peu probable que ça arrive. Donc, je m'appuie sur ces éléments-là et aussi, entre autres, sur l'expérience fascinante de Pam Reynolds qui est question dans le chapitre Hors du corps, chapitre 7. Donc, l'esprit, le cerveau, les expériences de mort imminente du livre de Mario Beauregard qui s'intitule Les pouvoirs de la conscience. Il est question d'une personne dans ce chapitre de ce livre qui date de quelques années, qui a été écrit par un scientifique là, qui est dans le domaine des neurosciences. Le cas d'une personne qui vit une opération dans laquelle elle n'a pas d'activité cérébrale qui est détectée, son cerveau n'est pas en fonction. Puis aujourd'hui, on a dans le fond, des appareils, là, des électroencéphalogrammes qui peuvent détecter l'activité électrique du cerveau. Puis là, la personne est dans une situation où il n'y a pas d'activité du cerveau qui est détectée, alors qu'elle va se rappeler, par exemple, une conversation qui a été tenue pendant l'opération qu'elle a subie. Donc, si son cerveau est inactif, c'est techniquement impossible qu'elle puisse, de par l'usage du cerveau, se rappeler la nature de la conversation. Et pour en venir au point qu'elle a pu se rappeler la conversation, il faut en venir à la conclusion que l'intelligence de la personne n'est pas strictement localisée dans le cerveau de l'individu. Puis là, c'est sûr que dans le livre, il est question des gens qui vivent des expériences de mort imminente, là, comme cette personne-là qui a vécu dans le cadre d'une opération, là, une cessation d'activité. Mais c'est sûr que c'est intéressant de voir que la technologie moderne, avec entre autres l'électroencéphalogramme, vont permettre de détecter l'activité du cerveau, notamment pour l'étude des gens là, qui, par exemple, pratiquent la méditation profonde et des expériences aussi de mort imminente. Puis là, ça va permettre de détailler certains éléments. Mais ce qui est intéressant fondamentalement, c'est qu'à travers cette expérience scientifique de Libet qui est controversée, de nous affirmer qu'on n'a pas de libre arbitre, dans le sens qu'on a l'illusion d'avoir pris une décision alors que la décision est déjà prise. Donc, moi, j'en viens au même constat que lui, dans le sens que dans mes expériences personnelles, dans mon vécu en m'intériorisant au fil des ans, je constate que il y a quelque chose qui décide en moi, puis par la suite, je prends conscience de ça. Puis ce quelque chose-là, c'est ça, peut être sujet à débat, à discussion. D'un point de vue matérialiste, on va dire que c'est le cerveau, on va dire que c'est l'inconscient, mais d'un point de vue qui est au-delà de ça, on va partir du principe que la pensée vient d'ailleurs. C'est sûr qu'en relation des expériences de nature paranormale que j'ai vécues, j'en viens au principe que la pensée vient d'ailleurs parce que de dire que des expériences, entre autres, de synchronicité seraient occasionnées par un cerveau en circuit fermé, c'est-à-dire dans un espace physique donné sur le plan matériel, pas en contact avec un autre cerveau, puis les deux ont par exemple la même idée de communiquer. Pour moi, c'est comme impossible ou très peu probable. Donc, c'est sûr qu'essentiellement par rapport à tout ça, en résumé, c'est que la conscience volontaire, la conscience subjective à la source de la pensée, au contrôle de la vie, de son existence, de sa vie en fait, c'est une illusion. Donc, c'est une illusion et en réalité, le seul rôle qu'a la conscience volontaire, une fois qu'elle prend conscience qu'elle est activée pour faire quelque chose, c'est sa capacité de bloquer l'expression d'une activation ou non. Donc, ça revient au principe que la personne est mise en branle pour faire quelque chose, puis après ça, elle peut arrêter ou non le mouvement qui est là. Un peu comme dans le rapport avec la pensée, la personne reçoit une pensée pour faire tel mouvement, elle réalise ça, puis elle peut court-circuiter ou non cela. Donc, c'est plus dans la gestion qu'elle peut exister une certaine forme de libre arbitre,
Mais le libre arbitre n'est pas par rapport au fait que l'individu est à la source de la pensée qui la met en action. Donc, c'est très nuancé, subtil le point où j'en viens. Donc, c'est un petit peu, dans le fond, les décisions automatiques, la pensée automatique que certains décrivent dans le domaine de la psychologie, puis qu'on prend conscience par la suite. C'est un petit peu en relation avec le fameux phénomène de l'intuition, de la perception vibratoire, de la connaissance instantanée, dans le sens que on peut commencer à poser une question, puis ça répond à l'intérieur de soi, ben, il y a une activation qui se fait, puis on prend conscience de ça par la suite. Mais c'est que ce soit le cerveau, l'inconscient ou l'esprit, il y a quelque chose en soi qui décide avant qu'on soit conscient. Il y a quelque chose qui émet la pensée, puis on prend conscience de la pensée par la suite. Puis ça, ça a différents liens, puis il y a différents impacts. C'est ça me fait penser un petit peu au phénomène que par rapport au cerveau ou le conscient, de réaliser quelque chose, ça peut prendre un délai de temps. Comme par exemple, une personne peut être excitée sexuellement sur le plan physique pendant plusieurs minutes avant de se rendre compte et sans l'avoir décidé consciemment, la personne écoute un film qui n'est pas nécessairement avoué être un film érotique, c'est supposé être une comédie romantique, mais comme il y a une scène à caractère sexuel dedans, bien son corps, son inconscient, sa biologie, si on peut dire, son cerveau aussi va réagir au stimulus. Là, c'est sûr que la personne peut être excitée sexuellement, puis quelques secondes après, elle réalise qu'elle est excitée sexuellement, que son état a changé, puis là, elle réalise que c'est à cause de ça. Mais après quelques secondes, qu'elle soit activée en ce sens-là. Donc, le gars qui réalise qu'il est en état d'érection parce qu'il écoute un film érotique sans qu'il ait décidé d'être en état d'érection, ben, ça, c'est un exemple. Donc, c'est sûr que ça, bon, c'est en relation avec la dimension plus physique, biologique. Ensuite, c'est sûr que par rapport au non-verbal, ce qui est intéressant, c'est que si la conscience volontaire prend conscience des gestes non-verbaux que la personne fait quelques secondes après qu'ils soient manifestes, après qu'ils aient été activés, soit par le cerveau, soit par l'esprit ou l'inconscient, ben c'est sûr qu'en réalisant ça, ça ne sert à rien par la suite de vouloir camoufler le non-verbal, car ça va créer un non-verbal qui va être contradictoire avec le premier, puis ça va demander de l'énergie. Un peu comme on peut le voir, par exemple, si on regarde un politicien, en réalité, le politicien, il est fâché, il est en colère, puis là, il réalise que ça paraît pas bien devant les caméras, donc il se met à sourire au visage, mais en réalité, son sourire peut camoufler une envie de mordre, une envie, dans le fond, d'exprimer la colère, l'agressivité. Et là, on voit que la personne rit, mais pas totalement sincère. Fait que, dans le fond, si elle est mise en action, si elle est activée ou mise en vibration, pour employer un terme occulte, par l'esprit, donc si elle est activée par le cerveau, l'inconscient ou l'esprit pour, en réalité, être en colère, puis le rationnel, la conscience réflexive, la conscience analytique en elle, la conscience volontaire veut camoufler ça pour bien paraître, ben il y a un sabotement dans le non-verbal. Ce qui fait qu'en réalité, la personne est mieux d'assumer ce qu'elle est sans résister, parce qu'en réalité, c'est pas elle qui décide de son non-verbal consciemment, mais elle peut composer avec, c'est sûr, elle peut essayer de s'ajuster, mais c'est quand même intéressant de voir les implications que tout ça peut avoir. Donc, c'est sûr que je voulais rajouter aussi par rapport à ça, qui sont des exemples en lien avec des choses que les gens peuvent vivre dans le quotidien, c'est que, dans le fond, de réaliser qu'à quelque part, la personne reçoit une mise en action, elle reçoit une pensée, etc., puis elle a à en faire la gestion, ça change le rapport à la pensée. Donc, la personne, si elle a une pensée à caractère sexuel, ben, elle n'a pas à se sentir coupable en tant que je conscient
et conscience volontaire parce que ça ne provient pas d'elle. Que ça provienne du cerveau, de l'inconscient ou de l'esprit, ça ne provient pas d'elle. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences actuellement vont aller dans ce sens-là. Donc, c'est sûr que mon propos, c'est pas de déresponsabiliser l'individu par rapport aux actions. Parce qu'après tout, la personne peut bloquer ou non une action en relation avec une activation, comme mentionné précédemment. Par contre, c'est plus la question de l'origine. Sinon, par rapport au cerveau, dans un autre ordre d'idée, je voulais ajouter comme considération que souvent, d'une perspective matérialiste, les gens vont dire, le cerveau, c'est en réalité ce qui s'occupe de faire fonctionner la psyché de l'individu exclusivement. La preuve, c'est que quand le cerveau est sous l'effet de la drogue, est intoxiqué, à ce moment-là, la personne est moins cohérente. Et aussi la preuve, on donne la médication comme des psychotropes à une personne, ça va altérer le fonctionnement de son cerveau. Donc, l'idée qu'il existe un esprit qui est au-delà du cerveau, que l'individu a une dimension immatérielle sur un autre niveau de réalité, c'est de la fabulation. Parce que sans ça, la conscience d'individu ne serait pas affectée, par exemple, par rapport à la prise de drogue, que ce soit illégale ou légale, de la médication. Mais par rapport à ça, ce que je dis, c'est que le cerveau, à l'image d'une radio, sert à capter la pensée qui vient de l'invisible. Donc, le cerveau sert à capter l'esprit. C'est sûr que si la personne consomme de la drogue sur le plan physique, ces substances-là vont altérer le fonctionnement du cerveau, ça peut altérer sa chimie dans sa dimension physique. Par contre, qui va servir à capter l'esprit, qui va faire que ça va faire interférence à la captation de l'esprit, le fait d'être sous l'influence de la drogue. Par contre, ça ne va pas altérer l'esprit en tant que tel, parce que l'esprit est au-delà de la dimension matérielle. Donc, la dimension cosmique de l'individu, la dimension prépersonnelle, au-delà de la personne, au-delà du fonctionnement de la conscience volontaire ou de la conscience du cerveau, n'est pas altérable par la drogue. Par contre, le fait que le cerveau est altéré par cela, ça peut donner l'impression que finalement le cerveau c'est l'esprit, puis qu'il y a une confusion entre les deux. Par contre, tout ça, c'est subtil. Mais c'était sur cette considération complémentaire au propos, parce que c'est en relation avec l'étude du cerveau, que je voulais vous entretenir dans le cadre de cet enregistrement. C'est sûr que si vous voulez aller plus loin dans l'étude du cerveau, bien entendu, je vous propose d'aller visiter le site Internet qui a été mentionné précédemment au début de l'enregistrement. D'ailleurs, je vais mettre le lien en bas, c'est-à-dire le cerveau.mcgill.ca. Vous allez avoir beaucoup d'informations en relation avec le cerveau. Vous en avez pour des heures et des heures de plaisir. Donc, merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.